C'est un avion vraiment unique. On l'utilise pour traverser tout le pays d'une côte à l'autre. Il est employé par la NASA pour sa charge utile impressionnante. Cet avion cargo a transporté les pièces aérospatiales de la NASA aux quatre coins des États-Unis. David Elliott est un mécanicien navigant de la NASA et le responsable du programme Super Guppy. Le Guppy est un avion vraiment fabuleux. Il a joué un rôle majeur dans l'exploration spatiale depuis la création de la NASA. D'abord pour les fusées Saturne dans les années 60, puis il a permis de déplacer les pièces d'Apollo, du télescope spatial Hubble et du Skylab. La plupart des gens ne savent pas à quel point le Guppy a été essentiel au cours de notre histoire. Aujourd'hui, David se prépare pour une mission importante. Un périple de 3 jours qui consiste à récupérer puis livrer une cargaison qui pourrait bien transformer l'industrie aérospatiale. On fait toute une panoplie de vérifications d'avant-vol pour s'assurer que tout est bien sécurisé, que l'avion ne présente pas de défaillance par exemple. L'avion est resté au sol ces 8 derniers mois pour être entretenu et révisé. On cherche surtout des fuites éventuelles. On vérifie aussi la pression des pneus. On veut être sûr que tout se passera bien en vol. Conçu dans les années 60, le Guppy a été le premier avion cargo aussi imposant. La NASA s'est basée sur le modèle d'un Boeing Stratocruiser. Ils l'ont coupé en deux dans sa longueur avant d'étirer le fuselage en hauteur et en largeur. Il y a d'autres avions capables de transporter des cargaisons encore plus lourdes, mais le Guppy est le seul avec un tel volume disponible. Le mécanicien Nelson Reyes passe au crible la mise à jour de ce colosse. Je vérifie le fonctionnement de l'altimètre. On a remplacé la majorité des vieux compteurs des années 50 par des appareils électroniques et de nouveaux instruments de vol plus récents. Ça rend l'avion à la fois beaucoup plus sûr, mais aussi beaucoup plus moderne. Tout a l'air de bien fonctionner. Puisque tout semble opérationnel, il est temps de mettre en route les différents moteurs. Préparé pour le 2. Ok, le 2. J'allume le 2. Pour soulever et transporter une lourde cargaison, le Guppy a besoin de toute la puissance de ses 4 moteurs turbopropulseurs. Ok, donc le 1 et 2 et le 3 ont l'air de marcher nickel. Le 4 a l'air un peu faible par contre. Le 4e moteur n'est pas suffisamment alimenté en carburant, ce qui signifie qu'il n'a pas assez de puissance. 30 secondes. Ok, génial. La mission pourrait être annulée. Nelson fait appel à Gabriel Quintana, chargé de la maintenance du Guppy, pour l'aider à ajuster le flux de carburant. Il vérifie jusqu'au fond du moteur. Combien de fentes est-ce que tu vois là? J'en vois 4, non 5. Il faut que tu tournes jusqu'à ce que t'en vois plus que 4. Ok. L'avion a été modernisé, mais certaines pièces sont encore d'époque. C'est bon, j'en ai 4 de visibles. Tu veux venir voir pour vérifier? Beau boulot, Gabe. Très beau boulot. Le moteur pourra maintenant atteindre la puissance nécessaire. Et voilà, c'est fini pour l'extérieur. Dès que l'équipage sera prêt, je pense qu'on pourra décoller. À Long Beach, en Californie, la compagnie Boeing a passé des années à développer une nouvelle technologie composite pour les avions dernier cri destinés à la NASA. Cet élément est entreposé dans leurs locaux et attend d'être récupéré. Le chef de soute responsable de cette mission, John Myrick, réalise une dernière vérification. Je dois m'assurer que tout est vraiment nickel. Il doit contrôler que tout est parfaitement sécurisé pour le transport. Je vérifie, puis je revérifie, puis je re-revérifie, parce que si quelque chose cloche, les conséquences seront forcément catastrophiques. L'élément est en fait une structure de base pour un avion expérimental à fuselage intégré. Une installation a été spécialement conçue pour le transporter, puis fixée à une palette qui glissera dans l'espace de chargement du Guppy. Il a fallu qu'on fasse des tests pour vérifier que tout était suffisamment robuste et résistant, aussi bien l'installation que la palette sur laquelle on va la mettre. L'élément doit être acheminé vers l'un des seuls endroits au monde où il pourra être mis à l'essai. Le centre de recherche Langley de la NASA, en Virginie, à l'autre bout du pays. C'est précisément le genre de mission pour le Guppy. On a bien évidemment envisagé de le transporter par voie terrestre dans des poids lourds, quitte à contourner les ponts, à construire de nouvelles routes et même à déplacer les lignes électriques. En fin de compte, l'opération aurait été bien trop risquée. Voilà, c'est nickel. C'est tendu, mais juste ce qu'il faut. Tout est fin prêt. Retour à la base au Texas. Le Guppy est prêt lui aussi, maintenant que les pilotes sont arrivés.
Tout est OK? Ouais, tout va bien. Aucun problème. Rick Hull est le commandant. Et Tom Ryan est le copilote. Aucun souci à se faire, t'inquiète pas. Ce sont 2 des 6 pilotes qualifiés pour prendre les commandes du Super Guppy et ils sont responsables de la première étape de la mission. Je vais aller faire un tour sur l'aérodrome, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ça devrait nous prendre 2h45 pour un atterrissage sur la piste 3-0. Pas de souci au niveau de la météo. Ça devrait bien se passer. On est toujours un peu inquiet à cause du vent ou de la météo. Des rafales de vent peuvent faire se retourner l'avion. De par sa taille, le Super Guppy redoute beaucoup la météo capricieuse. Et notamment les vents violents qui percutent son gigantesque fuselage. Mais la faiblesse de cet avion est également son plus gros atout. Le Guppy mesure pas loin de 44 mètres de long pour 15 mètres de haut. Il a une envergure de 48 mètres et un espace de chargement colossal qui atteint les 8 mètres de diamètre. On manque pas de carburant. On en a remis aujourd'hui en plus, alors ça posera aucun souci. Bon ben, je crois qu'on a fait le tour, c'est parfait. Ça me va. On y va? Allez. Maintenant que tout est prêt, la mission peut enfin démarrer. Je retire la sécurité du train d'atterrissage pour le rétracter une fois qu'on aura décollé. Ici NASA 941, nous sommes en attente, prêts à prendre position et à la maintenir. NASA 941, avancez jusque sur la piste et maintenez. Terminé, NASA 941. L'avion est sur le point de décoller. Ils sont dans les temps. On va accélérer? Tu peux accélérer. Ok. On a dépassé la balise 15, je commence à accélérer. Le 941 prend de la vitesse. Il a hâte de partir, je le sens. Balise 7 en vue. 3-1. On pivote. On a décollé le train, s'il vous plaît. Train rentré. Vol est rentré. Tout part comme sur des roulettes. Je pilote la première moitié, tu fais l'autre. Parfait. L'équipage part du Texas à destination de la Californie pour récupérer sa cargaison si précieuse. Puis les 2 jours suivants, le Guppy fera escale à Phoenix en Arizona, à Amarillo au Texas, puis Fort Campbell dans le Kentucky. Avant d'arriver à sa destination finale, le centre de recherche Langley en Virginie. Pour Rick et Tom, piloter le Guppy est épuisant, même lorsque ce dernier est à vide. Contrairement aux autres grands avions, il n'y a ni assistance hydraulique ni pilotage automatique pour les aider. En gros, ça veut dire qu'au moment de l'atterrissage, si tu dois réajuster l'axe pour corriger ta trajectoire, il te faut les 2 mains. Tu peux être pile poil aligné à 1 mètre du sol et en un rien de temps te retrouver déporté à 10 ou 12 mètres de l'axe de la piste. Il faut être particulièrement fort. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire corps avec la planète. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Alors qu'ils sont à près de 4900 mètres d'altitude et seulement 30 minutes après le décollage, ils doivent faire face à un imprévu. Oula, c'était quoi ce bruit? La vue change en une fraction de seconde. C'est pas bon signe. Et l'espoir d'une mission sans anicroche se brise. Après seulement 30 minutes de vol à destination de la Californie, une des vitres du cockpit du Super Guppy se brise. Oula, c'était quoi ce bruit? Je vois. La première mission du Guppy, après 8 mois passés au sol, est mal engagée. La vitre côté copilote vient de se briser. Elle est fissurée. Je suis quasiment certain que c'est à l'extérieur. Il pense que c'est à l'extérieur. Ok, la partie extérieure. Mais elle s'est cassée toute seule ou elle a reçu un coup? Elle s'est cassée, c'est tout. Elle a pété. Génial. L'équipage a l'habitude de devoir régler des problèmes, mais là, c'est un incident qu'on ne voit quasiment jamais. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à voler en usage restreint? Très bonne question. Franchement, je sais pas quoi faire. C'est une grande première sur le Guppy. Très clairement, oui, j'ai jamais vu ça. Nelson va chercher la checklist et commence à dépressuriser la cabine. Je vais chercher la checklist. On continue, on va au moins demander de descendre. La priorité est de redescendre en altitude et revenir plus bas que les 4900 mètres où se trouve actuellement le Guppy. Albuquerque demande du 941. Je vous écoute, NASA 941. Si la vitre finit d'exploser, la chute soudaine de pression dans la cabine pourrait être mortelle pour tout l'équipage. La perte d'oxygène peut entraîner confusion, désorientation et même s'avérer mortelle, notamment si une hypoxie se déclare. Eh oui, madame, j'aimerais descendre en altitude si c'est possible. Un instant, je vous prie, 941. L'équipage va devoir ajuster la pression de la cabine à plus basse altitude. Ce serait pas mal d'avoir un peu de différentiel là-dessus pour maintenir la pression de l'air et éviter que ça implose. Ouais, t'as raison.
C'est une tâche qui revient au mécanicien navigant Nelson Reyes. Et une altitude cabine de 2400 mètres, ça irait? Oui, 2400 mètres, c'est très bien. Et tu peux continuer avec ta checklist, vérifier qu'on rate rien. Ok, j'ai trouvé la procédure en cas de vitre brisée. Vas-y, je t'écoute. Ça dit que si une vitre est brisée, il faut déterminer quelle couche du verre est fissurée. Si c'est la couche extérieure, on peut continuer à voler sans risque. C'est pas un souci pour moi si tu dis que c'est bien le côté extérieur qui s'est fissuré. Je suis d'accord. L'équipage devra attendre de s'être posé pour réaliser une analyse plus complète. C'est là qu'ils sauront s'ils peuvent continuer la mission ou non. Bonjour à tous, messieurs. Je suis John Myrick, chef de soute responsable du Super Guppy. En Californie, John Myrick n'est pas au courant de la catastrophe éventuelle qui s'annonce dans le ciel. Il commence les préparatifs pour le chargement. Je vais vous expliquer comment les choses vont se dérouler aujourd'hui. Une fois que l'avion arrivera, le conducteur de la chargeuse devra gérer la manipulation. Il faudra alors qu'on soit précisément dans l'axe pour que la cargaison pénètre dans l'appareil. Il est impératif que la palette de chargement soit alignée avec l'espace de chargement du Guppy. Si l'avion ou le chargement est endommagé, ça reviendrait vite extrêmement cher et la mission pourrait échouer. Si jamais vous voyez quelque chose de risqué, n'hésitez pas à crier stop. On s'arrêtera et on prendra le temps de se concentrer pour voir ce qui ne va pas avant de reprendre l'opération. Pendant ce temps-là, à bord du Guppy, l'équipage se prépare pour l'atterrissage. Bien reçu, 941. Vous êtes en approche. Quel type d'avion êtes-vous? Nous sommes le Super Guppy. Le Super Guppy. Oui, monsieur. Ok, d'accord. Cherchez sur Internet. Le commandant Rick Hull confie le contrôle de l'avion aux mains du copilote, Tom Ryan, pour que ce dernier puisse acquérir plus d'expérience. On est à 300 mètres. C'est dégagé. Faire atterrir le Guppy peut s'avérer délicat, surtout quand ce dernier est vide et donc particulièrement léger. Tom doit faire très attention au vent traversier. Couple 4. Couple 4. On passe en couple 3. Couple 3. Couple 5. Allez, sortez gambettes. Et couple 5. À toi les gaz. Après cet atterrissage remuant, l'équipage appelle tout de suite le QG pour les informer de la vitre brisée. Donc voilà les options qu'on a. Soit on laisse l'avion ici et vous la réparez, soit on continue la mission comme ça, soit on récupère la cargaison et on décolle pour Houston où ils répareront la vitre. Si on fait ça, on sera bloqué là-bas pendant au moins 24 heures, le temps que le plastique durcisse. Ok, je prends une photo de la vitre et je te l'envoie. Pendant que Rick attend une réponse, le responsable du programme David Elliott ne perd pas de temps et commence déjà à préparer le chargement au cas où il puisse repartir rapidement. À l'heure qu'il est, l'élément est sur une chargeuse, alors on va le rentrer dans l'avion, ce sera plus sûr. Ils annoncent un temps de chien ici à partir de jeudi, donc dans tous les cas, il faudra qu'on soit reparti avant. Ok, ça marche. Bon, il faut que j'y aille. Le vent se lève, on va ouvrir le nez. Merci, salut. Il n'y a qu'une seule façon de charger l'avion, par le nez. Mais des rafales de vent à plus de 32 km à l'heure peuvent l'arracher purement et simplement. Le chef de soute John Myrick décide de le placer à l'abri du vent. Le nez est là. C'est ok pour moi. Si le Guppy est un avion à part, c'est grâce à son espace de chargement. Mais ouvrir le nez est l'une des opérations les plus risquées de toute la mission. Il s'agit de débrancher méthodiquement un par un tous les câbles de contrôle qui connectent le cockpit au reste de l'avion. On a des verrous spéciaux qui maintiennent les câbles de contrôle. Du coup, quand on les débranche au milieu pour accéder au nez, ils restent en place. Si on n'avait pas ces verrous, il faudrait qu'on démonte et qu'on remonte l'avion tout entier. C'est le seul avion cargo au monde qui fonctionne comme ça. Celui-ci est un peu plus gros, comme vous le voyez. Très bien, on va abaisser le portant. C'est le portant qui amène le nez parce qu'il s'ouvre avec seulement une grosse charnière. Ce que je m'apprête à faire là, c'est déverrouiller tous les loquets qui maintiennent le nez. Après presque une heure, tous les câbles de contrôle sont débranchés et le nez est déverrouillé. Il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Ok, je vais pousser juste un peu. C'est bon? Parfait, enlevez la cale. Le nez a commencé à s'ouvrir, alors on va pouvoir passer à l'étape suivante. Le nez pivote et s'ouvre avec un angle de 100 degrés.
regarde bien. Puis la cargaison est mise en place très précisément. Ce qu'on va faire, c'est que je vais monter dans l'avion. Toi, tu peux te rapprocher un peu, te mettre bien droit, et après, tu pourras soulever. Ok. Il a fallu des tonnes de calculs complexes pour en arriver là. Si la palette n'est pas alignée au millimètre près, elle ne rentrera pas ou le verrouillage sera impossible. Ils vont relier le treuil maintenant. Une fois que la palette est bien de niveau avec l'espace de chargement, Prêt? On est prêt. Ok. le treuil la fait glisser à l'intérieur. Voilà le moment tant redouté. Réussir à déposer la cargaison sans l'endommager et sans endommager le guppy. L'installation sur laquelle l'élément est entreposé est dotée de ressorts de part et d'autre, ce qui lui permet d'absorber les éventuels chocs et vibrations qui peuvent se produire pendant le chargement ou le vol. Ça va, on a géré. Ok, c'est du bon boulot. Grâce à des mois de planification par Boeing et la NASA, l'opération s'est déroulée sans encombre. La précieuse cargaison est enfin prête pour son voyage jusqu'au centre de recherche Langley, à l'autre bout du pays, en Virginie. Magnifique. Il ne reste plus qu'à rebrancher délicatement tous les câbles de contrôle qui avaient été débranchés. Mais pour ce qui est de la vitre brisée, c'est toujours un problème. On a eu un retour de la part du QG et ils nous ont dit que la vitre était bien trop endommagée pour qu'on puisse voler comme ça. On n'a pas réussi à les convaincre. S'ils n'arrivent pas à trouver une pièce de rechange, le Super Guppy ne bougera pas d'un pouce. Et trouver des pièces n'est jamais une mince affaire. On ne sait jamais vraiment où on va trouver nos pièces de rechange. Parfois on les a en stock, des fois elles sont toutes neuves et des fois on les récupère sur d'anciens avions en espérant que ça va coller et pas tout faire rater. Ce contretemps pourrait bien les retarder jusqu'à l'arrivée du mauvais temps. Tu connais le temps de séchage pour le joint qu'on va mettre autour de la vitre? Mais Dave Marendino, le responsable des opérations de Boeing, arrive à la rescousse. On va essayer d'en faire venir une autre dans la nuit. Ok. On la remplace demain matin. Et on utilisera de l'enduit chaud pour les joints. Le souci, c'est que... on ne sait pas si le mastic chaud est compatible avec ces vitres. Je vais vérifier ça. Ok. C'est pas comme si on entretenait cet avion tous les jours. Ah, je sais bien. Le Guppy est un véritable patchwork de pièces détachées. À la base, il a été conçu à partir de différents modèles d'avions des années 50. Le cockpit, les ailes et la queue proviennent du Boeing 377 Stratocruiser. Le nez est celui d'un avion de ligne, le Boeing 707. Les pneus sont issus du bombardier B-52. Les turbopropulseurs et le capot proviennent du P-3 Orion. Enfin, les hélices et les cônes d'hélice sont ceux du C-130 Hercule. Pour remplacer la vitre, il va falloir en récupérer une sur un ancien Stratocruiser, ou alors sur son équivalent militaire, le KC-97 Stratotanker. Ce qu'on va avoir, c'est une vitre de KC-97 renforcée avec plusieurs couches. Ça va pas être pratique, mais on devrait pouvoir la récupérer pour la mettre sur le Guppy. Pendant que les experts recherchent une nouvelle vitre à Houston, le chef d'équipage James Sisley et le mécanicien Greg Allan se chargent de retirer l'ancienne. On va commencer par retirer la vitre ce soir et avec un peu de chance, demain matin on aura la nouvelle et on pourra repartir. Mais la retirer prend du temps. Tu crois qu'il va venir sans se casser? Il pleuve dedans et on sera opérationnel et prêt à partir demain matin dès qu'on aura posé l'autre vitre. On pourra redécoller. Le lendemain matin, à l'aube, la nouvelle vitre est arrivée, directement prise sur un ancien KC-97 des années 50. Je vais la porter en haut. On va d'abord commencer par monter la vitre et voir si c'est le bon format, que ça colle parfaitement à l'encadrement. Et voilà, c'est rentré pile poil. C'est conçu pour. D'abord, on mélange le joint. Ensuite, il suffira qu'on applique cette substance à base de silicone tout autour de la vitre pour la fixer. Et après, il faudra attendre 8 à 10 heures, le temps que ça durcisse. Je crois que c'est bon là, non? Ouais. Vas-y, enfonce-la. Tu peux y aller. Il n'y a rien de plus beau qu'une nouvelle vitre.
Alors ça dit quoi, Greg? C'est parfait. Il ne reste plus qu'à faire les joints tout autour pour que ce soit étanche et on pourra enfin décoller. Enfin, quand tout sera sec. Il faudra toute la fin de la journée et la nuit pour que le joint finisse de sécher. Ce n'est que le lendemain que le Super Guppy pourra reprendre sa mission. À l'aube du jour suivant, le Guppy va enfin pouvoir reprendre sa mission, qui consiste à livrer une cargaison de plusieurs millions de dollars. Mais le retard implique un changement d'équipage. Voici le nouveau commandant, ex-astronaute de navette spatiale, Greg Johnson. Bon, on est prêt à partir? Ouais, ok. Avant le départ, Greg doit d'abord approuver l'avion ainsi que son chargement. Par rapport au centre de gravité verticale, on a mesuré 3,80 m de haut. Ça fait environ 1,50 m depuis le haut de la palette. Le centre de gravité est l'un des aspects les plus importants de toutes les missions du Guppy. Il est calculé en fonction du poids et de la position de la cargaison. Si le Guppy a un centre de gravité verticale trop élevé, il sera quasiment impossible de le redresser une fois qu'on l'aura fait pencher d'un côté ou de l'autre. Je n'inclinerai jamais à plus de 20 degrés, donc on n'aura pas de souci à ce niveau-là. Ok, ça m'a l'air nickel tout ça. Il est enfin temps de redécoller. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est suralimenter les moteurs pour gagner en puissance. Contrairement à la plupart des avions qui disposent de leur propre source d'énergie auxiliaire pour démarrer les moteurs, le Guppy a besoin d'un coup de pouce externe donné par une souffleuse. Bonjour. Normalement, ce qui est prévu, c'est qu'on démarre ces deux moteurs en premier. Puis on s'occupera du reste de l'équipement et les deux moteurs restants devraient se suffire à eux-mêmes. La souffleuse envoie une grosse quantité d'air comprimé dans les turbopropulseurs d'un des moteurs pour qu'ils se mettent à tourner et entraînent les autres. Le 3 est prêt. Ok, James, c'est bon pour le 3. Bien reçu. Je démarre le numéro 3. Tous les moteurs sont en marche et l'équipage est fin prêt à partir. James est là et la porte est fermée. Et je suis prêt. Avec pas moins de 13 tonnes en plus dans le ventre, Pile au milieu. V1, pivoté. On y va, les gars. ce décollage est la plus grande épreuve du Guppy jusque-là. Ils ont... À Long Beach, en Californie, l'équipage du Super Guppy est sur le point d'entamer l'une des manœuvres les plus délicates de sa mission à travers tout le pays. Tout le monde va bien derrière? Oui, oui, tout va bien. On va pouvoir y aller. Il s'apprête à redécoller vers Phoenix avec un chargement de plus de 13 tonnes. Un seul écart, et c'est toute la cargaison qui pourrait se détacher, entraînant ainsi le basculement de l'avion et la mort de tout l'équipage. C'est bon pour le numéro 3, on y va. Pareil pour le 4 et le 2, nickel. Après un contretemps de 24 heures, le Guppy peut enfin redécoller. Rentre le train. Ça marche. C'est parti. À NASA 941, virage à gauche, coordonnées 160. Virage à gauche 160. 1-6-0, Tom. Je m'en occupe. On a plutôt bien géré, les gars. Ouais. La nouvelle vitre a l'air de bien tenir. On ne voit pas de fuite, on n'entend pas de sifflement et il n'y a pas d'air qui passe. Tout a l'air parfait. Donc c'est reparti. Aujourd'hui, le Guppy ira jusqu'à Phoenix, en Arizona, pour refaire le plein, puis repartira pour Amarillo, au Texas, où il passera la nuit. Le ciel est calme et c'est une bonne chose pour le Guppy et la cargaison. La première chose à faire une fois dans les cieux est de vérifier que la cargaison est intacte. Si jamais il y a un gros souci avec la cargaison, on retourne directement à Long Beach pour savoir quel est le problème et trouver une solution. C'est le chef de soute, John Myrick, qui est chargé de vérifier. Je vais m'assurer que pendant la prise de vitesse du décollage, rien n'a bougé, que tout est encore bien fixé, qu'il n'y a pas de fuite nulle part et que les verrous sont bien fermés. Avant d'atteindre l'altitude de croisière de 4900 mètres, Greg se stabilise à 3000 mètres. S'il décide d'aller plus haut, John n'aurait plus d'oxygène, car l'espace du fret n'est pas pressurisé. La prudence est de mise. C'est vraiment difficile de se déplacer ici à cause des jets positifs. Il faut beaucoup forcer pour se tenir debout et avancer. C'est pour ça que tu dois particulièrement être prudent à ce moment.
Je suis rassuré, la cargaison n'a pas bougé d'un iota et la palette non plus. Tout est précisément à l'endroit où on voudrait qu'il soit, donc c'est parfait. Ici NASA 941, je monte à 4900 mètres. Alors qu'ils reprennent leur ascension vers l'altitude de croisière, Greg lève un peu le pied. Dave, ça donne quoi pour la température des moteurs? Nickel. Tu peux relâcher dès que tu veux, on est bien. Ok, alors je vais lever le pied. Ok. Il ne veut pas prendre le risque d'endommager ou de surchauffer les moteurs, dotés d'une puissance impressionnante de 4470 chevaux. David, tu peux maintenir la puissance pour qu'on aille pas trop vite, s'il te plaît? Ok. Je m'en occupe tout de suite. Plus tôt on montera, mieux ce sera. Il me semble qu'on est à environ 130 km des montagnes. Si les moteurs surchauffent, l'appareil perdra de la poussée. Heureusement, il est doté d'un système de refroidissement qui prévient la surchauffe. Si on n'arrive pas à atteindre le couple nécessaire, c'est-à-dire la bonne puissance, alors on peut toujours injecter un mélange eau-méthanol dans les moteurs pour les conserver en bon état. 2 jours plus tôt, sur l'aérodrome du Texas, l'équipage du Guppy avait rajouté dans les réservoirs de refroidissement un mélange eau-méthanol. Le mélange eau-méthanol est crucial pour le Super Guppy. Tous les moteurs turbopropulseurs et même tous les moteurs d'avion de ligne gagnent en puissance à température basse. Pendant le vol, le mélange eau-méthanol est pulvérisé devant les moteurs, ce qui permet de refroidir et de densifier l'air. De cette façon, les moteurs gagnent en poussée et en puissance, sans surchauffer pour autant. En fait, c'est une façon de faire croire à nos moteurs que la température est basse. Il y a donc opposition avec leur température élevée. Les résultats n'en sont que bien meilleurs. C'est un réservoir de 200 litres. Quand on voit que ça sort de l'autre côté, c'est que c'est plein. Ça ressort là. À l'instar du Guppy, c'est une méthode à l'ancienne, mais elle fonctionne. Aujourd'hui, il n'y en aura pas besoin. Les températures sont déjà assez basses pour ce vol. Après 5 heures de vol, le Super Guppy a refait le plein à Phoenix et se dirige maintenant vers Amarillo, au Texas, pour une escale d'une nuit. Lorsqu'on transporte une cargaison particulièrement lourde d'un bout à l'autre du pays, il faut souvent s'arrêter refaire le plein. On embarque uniquement la quantité de carburant nécessaire pour arriver jusqu'à notre prochaine étape. Avec le poids de la cargaison, mieux vaut éviter de s'encombrer encore plus. La météo est bonne à Amarillo et il n'y a pas de vent. On a tous hâte de faire une petite pause au Guppy. Ça nous permettra aussi de nous détendre un peu. On en profitera pour manger un bon barbecue à Amarillo. Là encore, il y aura un changement d'équipage. Le Guppy dispose d'un équipage restreint, mais fidèle, qui aime se retrouver dans l'avion. Le Guppy est un avion vraiment particulier puisque c'est le seul avion Super Guppy à voler. Et le nombre de pilotes qui ont piloté ou pilotent encore aujourd'hui le Guppy est bien moindre que celui de pilotes de navettes spatiales, par exemple. Greg sait de quoi il parle. Il a lui-même été pilote de navette spatiale. Le Guppy fait partie de mes 2 avions préférés. Les gambettes. Oula, on a percuté un oiseau. Et voilà, c'est bon les gars, on est au sol. Inversion de poussée. C'est bon, je prends. Ok, vas-y. À Amarillo, l'équipe au sol les attend déjà. Le Guppy est magnifique. Très bel atterrissage. Ne les sangle pas tout de suite, Marc. Faut d'abord qu'on fasse le plein. Ok. Pour Tom Ryan, sa 2e mission en tant que copilote est terminée. Voici le nouveau copilote, Ray Heinemann. T'es au courant pour la vitre brisée? L'équipe de maintenance a réglé le problème rapidement, donc ça devrait plus poser de soucis, enfin, j'espère. Ok. Bon, et ben, amuse-toi bien. Merci. Merci d'être venu, c'est sympa. De rien, merci à toi. L'équipage est accueilli à Amarillo avec une spécialité locale. Un bon barbecue, j'adore. Les mécaniciens Nelson Reyes et David Elliott profitent de l'hospitalité qu'on leur offre. Mais pour eux aussi, la mission s'achève ici. Je serai sur la prochaine mission quand il y en aura une. Mais là, il y a 2 autres mécanos qui veulent passer du temps sur le Guppy, alors j'évite de faire l'égoïste et je leur laisse la place. Tôt le matin, le réservoir du Guppy est plein et il est prêt à décoller. Mais la météo n'est pas de cet avis. Un épais brouillard s'est répandu pendant la nuit. Impossible de décoller. Bon les gars, on est retenus ici à Amarillo pour le moment à cause du brouillard. À l'heure actuelle, on a 400 mètres de visibilité, mais il y a de grandes chances pour que ça s'améliore. Il faudrait que j'ai 1600 mètres, donc on n'a plus qu'à attendre. T'en penses quoi, Ray? Ça me va.
On n'est pas dans l'urgence et comme on le dit souvent à propos du Guppy, rien ne se fait très rapidement et c'est pas aujourd'hui qu'on va changer les choses. On va se montrer patient, c'est tout. Une fois de plus, le Guppy se retrouve cloué au sol. À Amarillo, au Texas, le Super Guppy a déjà parcouru la moitié du chemin vers son objectif de mission. Il est prêt à livrer un élément essentiel dans la construction d'un avion expérimental pour la NASA au centre de recherche Langley en Virginie. Mais tout s'est arrêté. Alors, des nouvelles de la météo? On a beaucoup de brouillard et une visibilité très réduite ici à Amarillo. Décoller avec un temps pareil est très risqué. Si on a une situation d'urgence juste après le décollage et qu'on doit se reposer en vitesse à Amarillo, il faut qu'on ait suffisamment de visibilité pour effectuer sans encombre un atterrissage aux instruments. Les dimensions de l'avion et le poids du chargement multiplient aussi grandement les risques que présente une ascension ou un demi-tour. Un déport trop brusque et l'avion pourrait se retourner d'un coup. Après plus de 2 heures d'attente, le brouillard se lève enfin. Allez tout le monde, le brouillard s'est dissipé. Réveillez-vous, on va pas tarder. Ah, faudra que quelqu'un aille chercher des cookies, on en a plus. On a un témoin lumineux, stock de cookies. Quand on sera à Fort Campbell, quelqu'un ira en acheter pour qu'on refasse le plein. C'est la dernière journée de la mission du Guppy. D'abord, l'équipage fera escale à Fort Campbell dans le Kentucky pour refaire le plein, puis il terminera sa route vers Langley en Virginie. Ce n'est que la deuxième fois que le copilote Ray Heinemann s'assoit dans le cockpit depuis la modernisation de l'appareil et l'installation d'un tableau de bord numérique. Tout fonctionne à merveille et ça nous permet de savoir rapidement et facilement où on se trouve dans le ciel. On a également changé quelques-unes de nos procédures et tout se passe bien. Enfin, honnêtement, c'est vraiment bien mieux que ce qu'on avait avant. Au Texas, le machiniste Rick Keller cherche comment améliorer les performances et la durée de vie de l'appareil. J'aime le Guppy. Il y a des milliers de pièces sur le Guppy et à tout moment, on peut venir me trouver pour que j'en fabrique une. Et c'est cet aspect-là qui me plaît. Rick planche actuellement sur une amélioration pour le mécanisme de verrouillage de la palette de chargement qui sera utilisé lors de la prochaine mission du Guppy. Il s'agira de livrer le module de commande du prochain véhicule spatial de la NASA, l'Orion. Je suis en train de fabriquer une bague qui ira se loger dans la palette pour aider à stabiliser la cargaison. C'est une pièce minuscule qui joue pourtant un rôle important dans la sécurité de la cargaison tout au long de la mission. Voilà notre bague. On récupère cette pièce, on la loge dans un trou au niveau de la palette et il ne restera plus qu'à insérer le mécanisme de verrouillage pour obtenir le produit final. Le Guppy est le dernier avion de son espèce et les mécaniciens comptent bien le chouchouter pour qu'il parcourt les cieux encore longtemps. De retour dans les airs, l'équipage s'apprête à atterrir à Fort Campbell, dans le Kentucky, pour refaire le plein. Attends, j'ai un témoin d'huile d'hélice allumé. Huile basse? Ouais. Toujours allumé? Ouais, toujours. Purée. Il s'est éteint ou pas? Non, il s'éteint pas. Dites-moi ce que vous voulez faire. Les mécaniciens Mike Robinson et Henry Taylor sont assez inquiets. Généralement, quand une hélice a une fuite, ça veut dire qu'on reste cloué au sol un moment. Il faut solutionner le problème et commander les pièces et ça prend du temps. Quand ils atterriront, ils jetteront un œil au moteur et détermineront la nature du problème avant de trouver comment le régler. Pendant qu'ils font le plein, James contrôle les niveaux d'huile. La jauge dit qu'on est un quart en dessous. Je vais chercher un bidon d'huile et verser ce qui manque. Mike vérifie bien que ce n'était pas une fuite. Il faut qu'on fasse tourner l'hélice pour que je vois si l'huile circule bien partout. Mets-la en drapeau. C'est bon, ça y est. Elle est en drapeau. Tout marche correctement. C'est la vie, il y a des aléas. Des fois ça arrive quand on est au sol, des fois quand on est dans les airs. Mais bon, on est tous bien formés pour gérer une situation comme ça. C'est parti. V1, pivoter. Et les revoilà partis une fois de plus.
Ici 941, on passe sur 7 millions d'écoles. Mais le brouillard et le problème d'huile les ont mis en retard. On est reparti en retard. On pourra très probablement pas rattraper tout le retard, mais au moins on va essayer d'en rattraper un petit peu. Avec un petit vent favorable qui nous pousse, tu sais que c'est faisable. Ils espèrent être arrivés à Langley avant la tombée de la nuit. Car les atterrissages de nuit sont toujours très risqués. On peut voir Kingsport, Tennessee. On va d'abord longer la partie nord du Tennessee, puis on changera de cap vers Norfolk. Pour passer le temps, le mécanicien Henry Taylor aime bien suivre la progression de l'appareil sur une carte. C'est un petit peu la tradition du Super Guppy. Dans les autres avions, à 12 000 mètres d'altitude, on ne voit pas grand-chose des paysages. On n'en profite pas vraiment, mais avec le Guppy, c'est différent. On a l'impression de ne faire qu'un avec la nature. Ça correspond bien au Guppy, ce côté vieille école. C'est sûr que c'est peut-être pas l'avion le plus rapide au monde, mais c'est intéressant de suivre la carte et de se rendre compte d'où on est. On a la chance d'avoir un magnifique panorama. Le ciel prend des couleurs pour la tombée de la nuit et il y a une fine couche de neige au sol. On peut même distinguer là où les gens sont venus skier ou là où ils ont marché dans la neige. C'est vraiment un très bel endroit. Comme le soleil se couche, cela signifie que les vents arrière ne sont pas assez puissants pour que l'équipage arrive avant la nuit. Le soleil se couche à 16h48 heure locale. Très bien, tu vas devoir atterrir de nuit alors. J'avais oublié qu'ici il fait nuit particulièrement tôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va survoler l'eau, se préparer pour la procédure, faire place nette et ensuite on pourra entamer l'atterrissage. Bien reçu 941, vous allez pouvoir atterrir. C'est une manœuvre compliquée et d'autant plus la nuit. Il n'y a aucun éclairage pour guider le pilote et l'océan se transforme en véritable trou noir. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai pas fait d'atterrissage de nuit avec le Guppy. Presque un an il me semble. J'ai peut-être perdu un peu l'habitude mais ça va le faire. On est tous bien préparés. NASA 941 pivoté de 10 degrés sur la droite pour vous diriger vers l'espace aérien réglementé. Ok, 941, 10 degrés droite. On n'a fait que des atterrissages en douceur jusque-là sur cette mission. Alors on va faire en sorte de continuer pour honorer le Guppy avec tout le respect qu'on lui doit. On commence à voir les lumières en bas. Ouais. NASA 941, route au 260, vous allez pouvoir atterrir. On ressent beaucoup les vents arrière là maintenant. Ils ont traversé le pays tout entier, de la côte ouest jusqu'à la côte est. Ok, alors checklist. Atterrissage, éclairage et vitesse, vérifié. Il faut encore que Ray fasse atterrir le Guppy et sa cargaison sans complications. On est tous qualifiés au pilotage de nuit, alors on arrivera quand on arrivera, c'est tout. C'est aussi ça le pilotage. On ne fait pas toujours exactement les choses comme on les avait prévues et parfois, il faut savoir suivre le mouvement et s'adapter aux changements. Après avoir survolé quelques instants les eaux sombres de l'Atlantique, le pilote fait demi-tour en direction de la côte pour trouver la piste d'atterrissage. Ok, donc on est au 240, 2000 pieds, tout va bien. On va pouvoir faire un atterrissage de précision aux instruments. L'approche et l'atterrissage de précision aux instruments sont possibles, oui. Le système d'atterrissage aux instruments émet des signaux radio pour définir précisément les directions latérales et verticales de l'appareil. Ray doit impérativement maintenir l'avion au-dessus de la trajectoire d'atterrissage, qu'on appelle aussi guide de pente. Il va me falloir un couple neuf. Couple neuf. On voit les lumières. Ok, merci. T'es plutôt pas mal là. Ça va le faire. Je distingue la piste et les éclairages. Tour de Langley, ici 941, nous amorçons notre descente. Lumière activée. C'est parti, on y va. Ok, et je vois la terre derrière nous, c'est bon. On a commencé à descendre. Ray réussit un atterrissage parfait. Bravo les gars pour cette traversée de tout le pays depuis Long Beach. Merci à vous. Le Super Guppy et sa cargaison sont tous deux arrivés en un seul morceau. Mission accomplie. Mais il est trop tard pour décharger, alors les techniciens au sol déplacent le Guppy jusqu'au hangar. « 15 mètres, c'est à peu près au niveau de la queue. Ça devrait passer alors. Mais vu comment les courbes sont faites, je sais pas si ça va le faire au niveau des extrémités.
Ils n'ont pas intérêt à nous abîmer notre coucou après qu'on l'ait bichonné sur plus de 3000 km dans les airs. Plutôt cool, non? On voit pas ça tous les jours. Je vais prendre un petit selfie avec le guppy. Parfait. Maintenant, je vais l'envoyer à ma femme et mes enfants pour leur dire que le guppy est bien à l'abri dans le hangar de Langley, après un voyage de plus de 3000 km depuis Long Beach. Il y a encore des choses à faire, mais pour le moment, c'est l'heure de se détendre. Il faut encore qu'on décharge, mais le plus dur est derrière nous. On va d'abord manger un bout. La dernière étape de cette mission unique en son genre attendra demain. Tôt le lendemain matin, les câbles de contrôle sont tous débranchés, puis les techniciens ouvrent le nez du guppy. Il est l'heure de décharger la cargaison. Un seul petit écart, et c'est toute la mission qui pourrait soudainement échouer. C'est bon, on a déchargé. Tout s'est bien passé. Je suis super content. Pour les mécaniciens de Boeing et de la NASA, qui ont travaillé sur cet élément pendant des années, le moment qu'ils attendaient tous est enfin arrivé. C'est vraiment génial de le voir arriver ici. On attend ça depuis très longtemps. Ça fait plaisir. Mission accomplie. Une pièce technologique aérospatiale de la NASA a été livrée avec succès jusque sur la côte est des États-Unis, au départ de la Californie. Il n'y a pas deux avions comme le Super Guppy. Il peut transporter ce que les autres ne peuvent pas transporter. Le Super Guppy est peut-être le dernier de sa catégorie, mais une chose est sûre, ce n'est pas la dernière fois qu'on le voit. Il sera encore là quand je serai mort, j'en suis sûr. 5 ou 10 ans après notre retraite, il y aura un nouvel équipage qui nous succédera. Et le Guppy continuera à parcourir les cieux avec ses cargaisons impressionnantes. La prochaine mission du Guppy consistera à transporter le module de commande pour le prochain véhicule spatial de la NASA, l'Orion. Le tout premier Guppy avait contribué à envoyer l'homme sur la Lune. Ce dernier pourrait bien envoyer l'homme sur Mars.